Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, surtout bon début de semaine à chacun de vous. On va parler des élections, on va parler surtout de campagne électorale à la rubrique avec deux spécialistes. Rudi Stanley-Penn et Dr. Evenson Makalo. Chacun était responsable de campagne de candidat lors des dernières élections. Et apparemment, c'est une nouvelle pratique qu'un candidat en Haïti accepte de confier sa campagne à quelqu'un. Alors, quelles sont les possibilités aujourd'hui de revoir les pratiques de campagne en Haïti? Est-ce que ces pratiques peuvent se révéler fructueuses pour un candidat? Ici, on parle de modernité dans les campagnes électorales en Haïti. Rudi Stanley-Penn, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour Makalo. Et normalement, c'est toujours avec plaisir que je réponds à tes invitations et on va parler de campagne ce matin, de campagne électorale, mais surtout des exigences de la modernité électorale. Parce qu'aujourd'hui, le monde avance, il y a des corporations de consultants politiques à travers le monde dont les résultats que ces derniers ont donnés aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques, se sont révélés très fructueux parce qu'ils ont contribué à élire spectaculairement, des fois des inconnus. Hein? Donc ça, ce sont des méthodes, des pratiques qui, depuis presque la deuxième moitié, je peux dire, du XXe siècle, est dans le monde. Dr. Evenson Makalo, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui à Métropole. Bonjour, Monsieur Wendell, bonjour Stanley-Penn, bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de la modernité des campagnes électorales, parce qu'en Haïti, le besoin se fait sentir. On a besoin d'évoluer beaucoup mieux dans le secteur politique, parce qu'en général, toutes les nations du monde, et on fait appel à de véritables professionnels pour pouvoir soit mener leur campagne, soit travailler dans les partis pour les aider à les structurer. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est parti pour un bon débat pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices peuvent comprendre l'importance et de nouveaux concepts comme le marketing politique, par exemple. Et merci. Alors, rapidement, je rappelle que Rudi Stanley-Penn était chef de campagne du candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, candidat élu évidemment. Sénatus. Un petit bémol, je n'étais pas vraiment son chef de campagne, mais son directeur de campagne. Il avait un chef de campagne. Vous étiez directeur de campagne. Merci. Et alors que Evenson Makalo, vous étiez directeur ou chef de campagne de Titoni? Bon, j'étais le chef de campagne de M. Anthony Bennett, qui a été candidat à la présidence, qui a été malhonnêtement écarté. Moi, j'allais dire malheureusement écarté. Non, malhonnêtement. Parce que il faut dire que la candidature d'Anthony Bennett a respecté les prescrits du décret électoral et de la Constitution. Je parle spécialement de l'article 36 du décret électoral qui fait allusion que pour être candidat, il faut être haïtien d'origine, et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription, ce qu'on a fait. Donc on comprend là où vous voulez en venir quand vous parlez d'éviction malhonnête. Oui, bien sûr. Au lieu de parler d'éviction malheureuse. Alors, pas malheureuse, malhonnête, c'est ce que je dis. Ouais. Ok, messieurs, aujourd'hui, à votre avis, il est important que tout candidat pense à un expert, à un technicien, et un métier apparemment qui a de l'avenir selon vous. Autrement dit, dans les prochaines années, dans 10 ans, 15 ans, on ne peut pas penser se présenter aux élections sans, au prime abord, penser à se faire accompagner d'un directeur de campagne, d'un chef de campagne. Non? Bon, j'allais répondre rapidement.
Et heureusement qu'en Haïti, Woody Stanley et moi sommes les pionniers de ce mouvement parce qu'on est tous membres de l'IAPC, qui est une corporation internationale de consultants politiques. Donc, ça veut dire que normalement, on est à même de parler de l'importance de ce métier, parce que être candidat, c'est bien, ok, mais savoir mener une bonne campagne, ça relève du ressort de la compétence d'un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui comprend et les différentes étapes, parce que mener les campagnes, c'est pas simplement parler, faire les discours, monter et avoir de grands billboards. C'est très complexe. Il y a beaucoup de choses, il y a telles que des études de l'électorat, les segmentations de l'électorat, il y a des études des ressources électorales existantes. Ça veut dire que c'est assez complexe et ça ne relève pas seulement de la compétence d'un politologue seulement, ça appelle à la compétence de plusieurs domaines, par exemple des statisticiens, on a besoin des informaticiens, on a besoin des communicateurs, des sociologues. Ça veut dire que c'est très complexe une campagne électorale professionnelle. Donc ça veut dire que le directeur de campagne ou le chef de campagne doit réunir toutes ses compétences pour bien mener une campagne. Oui, exactement. Et parfois même, ça dépend, même pour le candidat, parfois on a besoin de l'assistance d'un psychologue qui s'y connaît en psychologie sociale. Ça veut dire c'est très complexe. Ça veut dire il faut appeler beaucoup de compétences, beaucoup de professionnels et de planifier. Parce qu'une campagne électorale, c'est une feuille de route. Ça veut dire c'est un document écrit d'abord, préparé. Ouais, étape par étape. Donc le plan, il faut un plan d'abord. Il faut le plan. On n'improvise pas. Même si il y a certains faits qui donnent la perception d'être une improvisation, mais en général, on n'improvise pas dans une campagne électorale. Tout est planifié. Woody, vous partagez ce point de vue, on n'improvise pas quand on fait campagne, quand on tente, comme on dit, de caresser la légitimité populaire. Dans la réalité, ce que Makalo dit, c'est vrai. On ne doit pas improviser. C'est pas qu'on n'improvise pas. On ne doit pas improviser. Mais comme je le dis toujours, il y a le chemin et le cheminement. Le cheminement se trouve dans le chemin. Donc il se peut qu'au cours de la campagne, vous vous retrouvez en face d'une situation qui n'était pas prévue. Mais même là encore, quand vous allez réagir, ce n'est pas que vous improvisez, mais parce que c'est en rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés d'avance que vous allez réagir. Mais ce n'est pas comme si vous vous lanciez dans quelque chose dont vous ne savez pas vraiment où vous allez vous retrouver. Donc c'est ça la campagne. De toute façon, les objectifs sont les mêmes, que ce soit pour quelqu'un qui ne se fait pas accompagner d'un professionnel ou quelqu'un qui se fait accompagner d'un chef de campagne, d'un directeur de campagne, si vous préférez. Les objectifs sont les mêmes, arriver au pouvoir. Maintenant, que diriez-vous de ceux qui, sans tenir compte de ces prérequis, arrivent quand même à gagner des élections? Et ça peut toujours... Vous diriez que ça donne coup de chance ou pas? Non, ça peut toujours arriver, mais c'est un risque pour le candidat. Parce que moi, je vais vous dire, il y a plusieurs exemples à travers le monde. Moi, j'aime beaucoup citer l'exemple de Le Canuet en France. Ah oui. Il était en face de Charles de Gaulle dans les élections qui ont suivi la révolution de 1960. Eh bien, de Gaulle était populaire. De Gaulle était populaire, mais ce jeune homme-là, qui était un grand communicant à l'époque, il a offert ses services aux gaullistes, à Charles de Gaulle. Ben, il refusait de Gaulle. Mais lui, il a été retrouvé un jeune et il a fait de lui un artiste politique. À l'époque, on appelait Le Canuet en France le Kennedy de la France. Parce que justement, il l'a propulsé, il a fait de ce jeune inconnu le principal adversaire
de De Gaulle. Sa popularité, du coup, s'est grossie au point que De Gaulle s'est rendu compte que c'était important, le marketing électoral, que c'était important, cette nouvelle discipline, que les hommes politiques, les politiciens doivent en tenir compte. Et bien justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les prochaines législatives, ils ont embauché ce consultant qui allait devenir plus tard l'un des fondateurs de l'IAPC, dont moi et Makalo, on est membre aujourd'hui. Un petit jeu plutôt osé, ou encore des questions plutôt osées de ma part, messieurs. Vous avez suivi la dernière campagne électorale. À votre avis, qui a mené une campagne électorale techniquement bien élaborée? À votre avis, qui? Est-ce que vous parlez des campagnes présidentielles? À la présidence. À la présidence. Bon, ça, il faut le dire, parce que quand il y a des professionnels dans une campagne électorale, on le sent, on le voit. Et quand il y a des politiciens qui mènent tout, on le sent aussi, on le voit. Quand vous voyez que dans une campagne... C'est votre avis aussi? Bien sûr, parce que il y avait... Je vous laisse il y avait 54 candidats à la présidence. Ça veut dire qu'il y avait 54 modes de campagne. Et c'était facile de voir la campagne qui est professionnelle et les campagnes qui n'étaient pas professionnelles. Par exemple, si on doit avoir des critères de jugement, on dirait que, premièrement, c'était les images du candidat, l'image que le candidat projetait sur l'électorat. Ensuite, le discours du candidat. Quel discours? Parce que le discours du candidat doit être simple, clair, concis et facile à mémorer. Donc, je vous donne quelques critères et vous allez vous-même voir à travers les différentes campagnes, quelle campagne qui a tenu compte des critères professionnels. Et ensuite, on peut voir les techniques, parce que ce n'est pas simplement le jour de la campagne, tout simplement, il faut s'en tenir compte dans l'organisation du scrutin. Par exemple, moi-même qui suis professionnel de campagne, pour me faciliter la tâche, j'utilise des logiciels appropriés de campagne. Ça veut dire que le jour que, par exemple, si je vous montre là, à travers ma tablette, vous allez voir, ça c'est un logiciel, une application de campagne. OK? Ça gère le calendrier du candidat, ça gère les volontaires de la campagne, ça gère également les mandataires, ça veut dire c'est le jour du scrutin, tout est organisé avec nos mandataires en un clic, ça veut dire on est en contact avec eux, ça gère les informations et ensuite ça gère même ce qu'on appelle le fundraising, les levées de fonds. Okay, ça veut dire qu'on peut voir, et je vous donne certains critères. Alors laisse-moi revenir à Audi, à qui j'ai posé d'abord la question. Donc, au cours de la dernière campagne électorale, vous avez pu rapidement vous rendre compte qu'il y a un ou des professionnels qui pensent, qui élaborent, qui réfléchissent à la réussite de leur candidat à travers un vrai plan de campagne. Vous l'avez remarqué? Certaines campagnes étaient mieux organisées que d'autres. Ou encore, certaines étaient moins organisées que d'autres. Il y a des efforts, mais je crois qu'il faut, auprès de certains candidats, beaucoup plus d'efforts. Parce que certains échecs au niveau de ces dernières élections présidentielles sont dus au simple fait que, en dehors des dénonciations qu'on est en train de faire, mais que la planification était un manque dans ces campagnes-là. Moi, je ne vais pas citer de nom, parce que citer de nom, c'est faire de la promotion et c'est également nuire à d'autres. Surtout si Audi n'était pas, ne faisait pas partie de l'équipe de campagne du candidat en question. Donc, encore moins, c'est... Justement, parce que ça, il faut éviter. Mais en matière de gestion de campagne, parce que la plupart du temps, les candidats ont peur de travailler avec des consultants. Il n'y a peut-être pas beaucoup en Haïti, mais je sais qu'il y a des consultants politiques. Il y en a combien? Il y a plus d'une dizaine de consultants sérieux en Haïti.
Aujourd'hui. Oui, en Haïti. Sérieux? À votre avis, ils étaient tous impliqués dans... Non, pas tout à fait. Pas tous. On dirait qu'on n'était même pas un cas impliqué. La plupart du temps, ces professionnels-là travaillent pour les organisations internationales. Oui. Donc, ça encore, c'est un problème. Et pour être consultant, il faut être politologue d'abord? Non, pas tout à fait. Pas nécessairement. Parce que consultant politique, ça renvoie à plusieurs domaines. Vous pouvez être politologue, vous pouvez être psychologue, vous pouvez être sociologue. Donc, ça relève de beaucoup de compétences. Mais ce qui rattache les consultants politiques, c'est la politique. Okay? Ça veut dire qu'à travers la politique, même si vous avez... Parce que la politique, c'est une science qui empiète sur beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres disciplines, parce qu'on ne peut pas, exemple, planifier une campagne électorale sans qu'il y ait des juristes, sans qu'il y ait des économistes, parce que là, on va parler de programme d'un candidat. Le programme d'un candidat ne fait pas partie simplement du ressort du politologue ou bien du ressort du communicateur, mais ça appelle avec toutes les sciences. Les médecins ont leur place parce que quand on va aborder le problème de la santé, il faut quand même que les médecins qui ont une certaine spécialité en santé publique puissent donner leur avis, puissent donner leur approche, leur compréhension de ce domaine. Donc, quand on est candidat, d'ailleurs, le candidat, le rôle du candidat dans une campagne électorale, il est un apprenti. Il apprend. Il est là pour apprendre, pour écouter et mettre en exécution. C'est ça son principal rôle dans une campagne électorale. Donc, on voit dans d'autres campagnes, par exemple, et vous me parliez tout à l'heure de campagne électorale par rapport aux 54 candidats. J'ai entendu à la radio un candidat à la présidence qui a expliqué que c'était lui et sa femme qui menaient leur propre campagne. Comment un candidat peut-il avoir le temps de mener sa propre campagne? Donc c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le candidat, il ne peut pas réfléchir. Alors c'est un temps révolu, il faut dire. Autrefois, c'était possible. Il était même recommandé aux candidats de se faire accompagner d'amis, de gens de la famille à travers leur campagne. Confusion dans les esprits. Par exemple, on peut se dire que mener campagne veut dire se déplacer, aller partout, voir les gens, les rencontrer. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Non, mais alors dans la tête du candidat, quand il dit faire campagne, donc pour lui, c'est parce qu'il... Les déplacements sont dans l'ordre de l'agenda. Mais la campagne électorale, proprement dit, c'est un document préparé, élaboré et il y a... Exécuté professionnellement. Il y a plus que le déplacement. Il y a plus que les rencontres. Les rencontres, on peut les faire tous les jours. Et par exemple, je vais vous dire, le candidat peut organiser des réunions avec des militants et dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Ça veut dire, ça dépend. Il faut travailler avec le candidat. Il faut que le candidat puisse comprendre la psychologie de l'espace où il va parler, premièrement. Et l'électorat, écoute, et les relations entre le candidat et l'électorat, c'est comme une relation de marché. C'est l'offre et la demande. Est-ce qu'on peut dire que la campagne est d'abord communicationnelle? Oui, d'abord. D'abord, on peut dire, parce que la campagne mise jusqu'à 75% sur la communication, il est 25% en termes de préparation, c'est ce qu'on appelle les cuisines, le war room électoral. C'est là qu'il y a les techniques, les différentes tactiques et les stratégies. À 25%, ça se ne voit pas. Mais à 75%, c'est plutôt communicationnel, c'est ce qu'on voit. Et pour travailler, pour pouvoir et permettre aux autres de voir, mais il faut qu'il y ait d'abord des préparations à l'interne. Parce que si vous allez projeter un candidat vers l'externe, il faut qu'il y ait au War Room, ce qu'on utilise dans notre jargon, et des techniciens qui travaillent, qui disent, OK, si on fait telle démarche, voici tel résultat qu'on va avoir. OK. Messieurs, merci pour ces explications. On va observer la pause et au retour, on essaiera d'approfondir le débat. On va tenter d'aller plus loin
Et par exemple, en tant que technicien, vous avez très certainement entendu les messages de nos candidats. Est-ce qu'il y en a qui, est-ce qu'il y a eu des messages qui vous auraient traversé et qui, à la rigueur, pourraient en quelque sorte vous sensibiliser pour vous porter, par exemple, à élire, à choisir un candidat. Donc vous allez y réfléchir et puis vous m'apporterez la réponse tout de suite après la pause. Dr Evenson Makalo et Rodi Stanley Penn, politologues, sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, avec nos invités, on revient sur la campagne électorale telle qu'elle a été donc menée par nos différents candidats cette année. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Des techniciens de campagne ou en campagne électorale sont avec nous aujourd'hui à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de votre intérêt. Messieurs, et il y a une question qui vous avait été posée avant la pause. Vous avez entendu les différentes interventions, les messages également, les slogans aussi pendant la dernière campagne électorale. Vous avez pensé quoi il y a des slogans qui ont marché. Certains plus que d'autres. Mais techniquement, en matière de campagne, c'est peut-être ça que beaucoup de candidats et leur équipe ne comprennent pas. Agissez au lieu de réagir. Quand vous réagissez, vous êtes en position de faiblesse. Exactement. Et quand vous agissez, vous êtes en position de force. En d'autres termes. En d'autres termes, certains candidats, sans s'en rendre compte, font la promotion d'autres candidats. Des messages sont beaucoup plus vendus que d'autres. Et on peut par exemple considérer comme certains candidats, on peut prendre le slogan de, par exemple, Moïse Jean-Charles, jusqu'au bout. Ça a marché. Ça a marché, mais l'unique petit problème, c'est que dans l'utilisation des technologies, ça n'a pas eu le succès réellement escompté. Et il y a eu aussi... Je n'ai pas compris, vous avez dit jusqu'au bout, non? Jusqu'au bout. Ça, c'est pour Moïse. Ah, ok. Jusqu'au bout. Moïse Jean-Charles. Ah, il a parlé de jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout son slogan. Jusqu'au bout. Ouais. Et puis, pour Jude Célestin, le message... Les arrivés. Les arrivés, bon, ça voulait dire beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme contenu, mais par rapport au succès que ce slogan pour Moïse peut avoir, celui de Jude Célestin a eu beaucoup plus de succès, tout simplement parce qu'on pouvait tous voir qu'il y avait plus de moyens dans la campagne de Jude que celle de Moïse Jean-Charles. Donc, ce slogan-là a été vendu. Les couleurs aussi, c'était bien. Parce qu'en matière de campagne, le candidat a un intérêt à utiliser au maximum 2 couleurs dans sa campagne. Au plus que ça, c'est une erreur. Le message va mal passer et l'image du candidat sera mal vendue, etc. Mais le dernier, en date, on doit considérer la campagne de Jovenel Moïse. Nek Banan. Oui, comme slogan. Nek Banan. Vous pensez que ça a marché aussi? Oui, ça a marché. Ça a marché. Dans une certaine mesure, ça a été un succès aussi. Mais il y a eu une petite faiblesse du côté de l'opposition. Ils ont beaucoup plus vendu ce slogan que le candidat lui-même. Donc ça, il faut toujours éviter. Je crois que c'est avec Sony que j'ai eu une petite discussion. On a remonté jusque dans cette élection au second degré en 1807 avec Alexandre Pétion, où au Sénat, on tentait de mener une campagne de déstabilisation de Pétion
où on lançait toutes sortes de propos, on disait de Pétion un homosexuel, etc., etc. Mais au final, sans que ses concurrents ne s'en rendaient compte, ils étaient en train de vendre Alexandre Pétion. Et Alexandre Pétion, justement, a eu la majorité excessive des votes. Il faut dire que celui qui était en position de force, la moralité de cette histoire, c'est qu'en 1807, le général Étienne Élie-Gérin était candidat à la présidence parce qu'il y a eu cette scission avec Henri Christophe. Et Étienne Élie-Gérin était en position de force pour devenir le prochain président d'Haïti. Mais en se moquant de Pétion, qui a été très populaire dans le département de l'Ouest, qui a été un général ayant mené la guerre de l'indépendance, et donc en vendant l'image de Pétion, il était en train de faire allumer de l'appréciation, de l'estime pour Pétion. Et il était en train d'en faire un concurrent aussi. Ouais. Et Pétion n'était même pas candidat. Donc là, vous avez parlé de la morale. En matière de campagne, c'est toujours très important d'éviter de faire un concurrent sans que la personne ne l'était pas en réalité. Et ça, Richard Nixon, par exemple, l'a révélé. Il a dit que sa plus grande erreur était d'accepter de faire un débat avec Kennedy. Ouais. Parce que Kennedy n'était pas à la hauteur. Si nous amenons le sujet, par exemple, à notre réalité aujourd'hui, dans le cadre de cette dernière campagne, êtes-vous en train de dire que des candidats qui ne se plaisaient qu'à médire, par exemple, de Michel Martelly, c'était une bonne chose pour Michel Martelly, à votre avis? C'est à partir de là que j'allais porter une légère précision dans ça. C'est que on parle de marketing politique. Okay? Il n'y a pas trop de différence entre le marketing commercial, c'est que c'est l'effet pervers même de la communication politique. Ça veut dire que, par exemple, en 2010, on a eu ce qu'on appelle la campagne de Michel Martelly, était organisée et gérée par un professionnel, ok? Et on voyait qu'il y avait des candidats, il y avait certains médias qui vendaient des images négatives de Michel. Mais au fait, c'est l'effet pervers. En communication, le négatif passe tout comme le positif. Ça veut dire automatiquement qu'on parle de Michel, ça attire l'attention, quelle que soit la personne, de savoir qu'on parle de Michel. Ça veut dire que, pour dire rapidement, le candidat dans une campagne électorale, vous avez votre message à donner. Vous vous concentrez sur votre message. Si là, dans un débat, okay, là, il y a une confrontation publique, vous devrez affronter votre concurrent. Là, vous allez vous baser sur des échanges directs. Mais vous ne pouvez pas ramener l'attention du public vers votre message et celui de votre concurrent. Donc, pas question de dire, voilà les erreurs commises par l'autre candidat. Non, ou bien... Certainement pas. Donc, il faut dire, voici votre message, voilà ce que vous proposez. Vous communiquez exactement votre message. Parce que quand vous communiquez votre message comme candidat face à un électorat, vous demandez à l'électorat son attention vers votre message, vers ce que vous dites. Mais si vous allez dire, vous donnez votre message et donnez celui du concurrent, vous allez mettre l'électorat dans une confusion. Ça veut dire là, n'oubliez pas, quand le candidat est face à un public, le public n'est pas entièrement partisan. Il y a des indécis, il y a des curieux, il y a des partisans. Donc, ils sont groupés différemment. Donc, ce qui se passe, quand vous donnez le message, votre message, vous allez attirer l'attention des curieux, l'attention des indécis, pour les rendre favorables à votre message. Mais si vous donnez à la fois votre message et celui de votre concurrent, vous mettez votre public dans une confusion. Alors, écoute, les indécis vont dire, bon, et parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre langage le bandwagon, qui s'appelle, le bandwagon, c'est plutôt un comportement de l'électorat à se mettre dans le camp de celui
de celui qui va gagner, mais il y a un autre effet qu'on appelle le underdog. Ça, c'est l'effet où l'électorat ou bien le public se met dans la peau de celui qu'il a considéré comme étant victime. Même s'il voit qu'il va perdre, il dit « Ah, écoute, ce candidat est victime, regarde l'autre et comment il est en train de l'humilier. Bon, moi, je suis dans le camp de celui qu'on humilie. » Oui, mais est-ce que cette règle s'applique partout? Parce qu'en Haïti, par exemple, certains gens ont tendance à dire que... Ce sont aux professionnels de savoir comment profiter. Ce sont aux professionnels. Oui, par donc, exemple, l'effet bandwagon, par exemple. Après un sondage, tel candidat est en tête. Donc, c'est le candidat qui caracole. Le fait d'être en tête ne veut rien dire. Le fait de caracoler dans les sondages ne veut encore rien dire. Mais ça dépend. L'important maintenant... ça dépend de la personne qui écoute le sondage aussi. Après la publication de ce sondage, ceux-là qui sont en train de diriger, de mener la campagne du candidat en question, il faut comment est-ce qu'ils vont qu'on appelle post-sondage. Comment est-ce qu'ils vont faire pour profiter dans ces sondages? Et je vais vous dire quelque chose de très important aussi, et c'est très en vogue aux États-Unis. Les faux sondages, et partout à travers le monde. Les faux sondages pour divertir le camp adverse. Par exemple, dans la réalité, un candidat peut mener dans une étude, dans un sondage, et qu'on fait sortir des résultats pour camoufler, pour détourner l'attention pour vous divertir. Justement pour divertir. Parce qu'il y a même eu un film comme ça aux États-Unis. Et c'est un film à succès d'ailleurs, Les Marches du pouvoir. Alors ce que j'allais vous dire, c'est que Dieu seul sait si ces remarques-là s'appliquent un peu partout. Par exemple, j'entends des gens affirmer qu'ils ne vont pas perdre leur vote, sachant que certains candidats caracolent déjà et qu'ils n'ont pas intérêt à ne pas le voter. Non, mais c'est la réalité même de l'effet bandwagon. Oui, c'est ce que je vous dis. Donc maintenant, de là à croire qu'un électeur va se ranger du côté de candidats qu'il considère comme étant victime, et donc ça ne va pas s'appliquer partout. Ça, c'est l'effet underdog, qui est aussi possible que celui de bandwagon. Il faut des professionnels de la communication pour pouvoir en profiter tout simplement. Mais est-ce que vous pensez, messieurs, que votre métier de consultant de campagne, vous pensez qu'on ne va pas mettre du temps avant qu'on pense à vous, par exemple, que nos politiciens pensent à vous? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je dirais également, je ne pense pas, parce que en général, nos chers politiciens, ils côtoient d'autres politiciens bien avancés à travers le monde, parce que vu l'interconnexion qu'il y a dans le monde actuellement, ça veut dire que tout le monde côtoie tout le monde. Okay, ça veut dire que quand on est de même profession, on connaît les gens de son milieu. Ça veut dire quand on voit par exemple le succès et actuellement de beaucoup d'autres candidats qui sont élus, donc les politiciens veulent faire, je pense, qu'ils travaillent pour la modernisation de leur secteur. Parce que non, alors excusez-moi. Moi, je crois que... Excusez-moi. La raison pour laquelle je tiens ce langage, c'est tout simplement... c'est en connaissance de cause. Okay. Je connais des candidats, pas des candidats, des politiciens qui refusent de mettre en pratique un conseil, par exemple, de leur conseiller. Un conseil, voire une recommandation. En tant qu'élu, en tant que chef, certains de nos candidats pensent tout savoir et se comportent même en roi soleil. Donc, vous pensez qu'ils vont, par exemple, se plier, par exemple, à une recommandation de... Ça, c'est une vérité, mais avec ses limites, parce que dans la campagne, il y a ceux qui sont là dans la campagne pour dire au candidat ce que le candidat veut entendre. Ça veut dire pour lui donner son bon air, pour lui donner confiance en lui-même. Là, vous parlez de conseillers flatteurs, non? Pas conseillers flatteurs, les politiciens qui sont autour de lui. Mais il y a aussi ceux qui sont les consultants politiques, ceux qui sont là auprès de lui pour faire les études, pour étudier. Et ils ne sont pas là pour plaire au candidat. Ils sont là pour dire la vérité au candidat. Ils sont là pour étudier est-ce qu'il faut aller là ou est-ce qu'il faut aller là. Qu'est-ce qu'on peut en profiter là et qu'est-ce qu'on peut en profiter là. Donc c'est ça, c'est très important. Moi, je peux évoquer par exemple
le cas de Jean-Wenel Senatus. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que dans un premier temps, en tant que politicien, il a été très ouvert à mon expertise comme jeune et comme son ami aussi, mais il a voulu que sa campagne soit menée différemment. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, il ne faut pas penser que le candidat est un idiot, il n'est pas un con, il n'est pas un cancre. Donc lui aussi, il a un réflexe. Il a ses idées aussi. Justement. Donc quand tu fais voir certaines choses au candidat, le candidat peut décider autrement. C'est pas que il va toujours faire ça, mais par exemple, à plusieurs reprises, j'ai été d'avis contraire à Senatus, mais lui, il était d'une sagacité politique très avisée et avancée, connaissant également la réalité électorale pour avoir été candidat à la députation 2 fois dans sa commune natale. Hein? Donc, il connaît plus ou moins la réalité électorale. Donc, lui et moi, et son chef de campagne, Edwin Charles, donc avec les autres jeunes qui étaient là, les autres personnes qui participaient dans la campagne. Donc, c'était toute une équipe. Moi, je faisais mon travail et tous les autres faisaient leur travail. Donc, le candidat, lui, il n'est pas là pour tout absorber. Hein? On est là pour réfléchir pour lui, mais c'est le candidat qui décide. C'est comme le président de la République. Okay. Il paie des conseillers, il paie des consultants, mais au final, c'est lui qui décide. Oui. Okay. J'ai une chose à dire, c'est que, écoute, notre métier, ce n'est pas de ne pas tenir compte des idées du candidat. OK? Et on écoute d'abord. D'ailleurs, c'est même rendre possible ces idées. Okay? On écoute d'abord. Donner forme aussi aux idées. Exactement. Ça veut dire le candidat, c'est un acteur. Ce n'est pas que dans notre métier, le candidat soit totalement passif. Le candidat est très actif dans sa campagne. On tient compte de ses idées. On dit à partir de ces idées, voici ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça notre métier, l'assister dans ses idées, l'assister dans ses actions. Mais notre métier ne se résume pas malheureusement aux campagnes électorales. Parce qu'en général, on est des consultants politiques. Par exemple, notre métier est très utile, par exemple, vous voyez, avec les partis politiques, les acteurs politiques, les parlementaires, les fonctionnaires publics. Les acteurs politiques en général. Voici ce qui arrive. Par exemple, en Haïti, on a un problème. Okay? Tout le monde en parle et tout le monde s'alarme. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire qu'on a trop de partis politiques et que ça crée une sorte d'instabilité. Mais pour moi, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Et le problème des partis politiques, d'ailleurs, on est dans un pays démocratique. Ça veut dire on pratique une démocratie multipartite. Okay? C'est pas contraire au prescrit de la démocratie. Mais ce qui arrive... Mais ça met l'électorat dans l'embarras du choix aussi. Non. Voici le problème qu'il y a. C'est qu'il y a juste un problème. Par exemple, si on croit, et la nouvelle loi sur les partis politiques, ça permet d'avoir beaucoup de partis. Par exemple, si on compare le système politique haïtien et le système politique dominicain, en République dominicaine, et vous n'avez pas besoin beaucoup de gens pour monter un parti, mais cependant, pour participer dans les élections, on réclame, la loi électorale fait injonction pour que le parti puisse avoir soit un 5e, soit un 10e de l'électorat. Donc là, on voit ces petits partis se regrouper en 1 ou 2 ou 3 grands partis pour participer dans les élections. Mais ce n'est pas simplement ça, M. Théodore. C'est que même à l'intérieur des partis, il n'y a pas d'organisation. Les gens ne comprennent pas bien leur fonction. Ça veut dire si dans un parti politique, les gens ne comprennent pas ce qu'elles doivent faire, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils vont toujours avoir cette pratique d'improvisation. Alors que dans un parti qui fonctionne bien, il y a... écoute, dans notre métier, il y a toute une structure
il y a des façons où on peut faire ça. Par exemple, on voit que le directoire fonctionne. Il y a une façon de partir et pour aller chercher vers le public, pour pouvoir avoir plus d'adhésion au parti, rendre la communication du parti plus facile, plus accessible au grand public. C'est tout un marketing pour que le parti puisse attirer plus de membres et le parti va devenir très fort et les membres vont avoir ce qu'on appelle la pratique de la chose publique à l'intérieur du parti. Maintenant, messieurs, alors, on va bientôt finir. Et ce que nos candidats doivent retenir aujourd'hui, c'est qu'ils doivent avoir comme réflexe un professionnel pour réussir leur campagne, pour les aider dans la réussite de leur campagne. Il faut que leur campagne soit administrée professionnellement et dire que les campagnes doivent être administrées professionnellement sous-entend qu'il faut un professionnel qui dirige avec des professionnels. C'est valable pour tous les postes, à la mairie, à la députation, au Sénat, et au CASEC, ASEC, délégué de ville, oui. Parce que dès que vous aspirez à une fonction élective, à une fonction publique, il faut penser quand même à faire appel aux professionnels. Parce que comme mais dans le passé, pour mener campagne, il suffisait justement de demander à ce qu'on organise des rassemblements. Ce n'est plus la même réalité. On y va, on fait passer le message. Et aujourd'hui, il y a les appels robots. Mais c'est la réalité, c'est l'exigence. Les populations se sont développées considérablement. Prenons par exemple le département de l'Ouest qui dispose d'un électorat de près ou de plus de 2 millions. Légèrement supérieur à 2 millions. Ouais, donc ça veut dire que pour atteindre cet électorat, imaginez qu'un candidat au Sénat, nous ne sommes pas au temps où les candidats pouvaient marcher dans toutes les maisons et saluer les familles et dire que j'aimerais que vous votiez pour moi. Mais il y a eu des tentatives de ce genre. C'est pourquoi, moi par exemple, et dans cette question de modernité électorale qui est fondamentale, les candidats doivent comprendre, c'est un réflexe même qu'ils doivent avoir, qu'on ne peut pas, dans ce 21e siècle, dans ce monde dominé totalement et considérablement par les nouvelles technologies, mener une campagne sans des logiciels de campagne. Il y a des logiciels déjà confectionnés que vous pouvez acheter, mais également, le candidat peut... Ils n'auront pas le temps de gérer tout ça. Non, ce n'est pas au candidat de gérer tout ça. Oui. C'est aux professionnels qui sont dans la campagne de gérer tout ça. Ou le candidat peut faire confectionner par des ingénieurs qui sont disponibles. Parce que moi, je sais qu'il y a des ingénieurs informatiques extrêmement intéressants, des jeunes assez brillants qui sont dans le pays, qui peuvent confectionner des logiciels. Il suffit d'avoir des politologues, des consultants politiques et qui peuvent faire la demande en fonction de ce qu'ils attendent de cette... Sur les 54 candidats qu'on a... Alors, c'est la fin de l'interview. Sur les 54 professionnels, les 54 candidats, et si on parle de modernité dans la campagne électorale, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous pensez que la majorité a obtenu la moyenne? La majorité a obtenu... Des candidats? Du tout pas. Vous pouvez le faire vous-même en utilisant surtout par une considération 2.0. Une considération 2.0. Ça veut dire à travers... par exemple. Non, je dis 2.0. Ça veut dire qu'à travers les réseaux sociaux. Je considère ça à ce niveau-là. Et plus que 50% des candidats qui sont là n'ont même pas un compte Facebook actif, n'ont même pas une page de Facebook, un compte Twitter actif. Encore moins un site web. Bon, ils peuvent avoir un site web mais dysfonctionnel. Donc ça vous permet déjà de voir certaines choses. Comme je l'ai dit tout récemment, dans un pays où il y a un électorat de plus de près de 6 millions... 5,8. Oui, 5,8 millions d'électeurs. Vous vous imaginez que aucun des candidats qui sont là aujourd'hui ne dispose soit d'un compte Twitter ou d'un compte Facebook suivi par 1 million de
followers? Ok, moi je serai moins modeste que mon collègue. Ce que je vais vous dire, vous pouvez aller le voir vous-même. Si vous cherchez sur Facebook, vous allez voir qu'il y a un candidat à la députation qui a plus de followers que tous les candidats à la présidence. D'ailleurs, j'ai même produit un petit texte sur ça. C'était... Non, je ne dirai pas. Je ne vais pas citer son lui, nom. Il a plus de followers que les 54 candidats à la présidence réunis. C'est juste pour vous dire que... Bon, c'est peut-être une question de génération quand même. Hein. Bon, c'est pas simplement de génération. C'est si juste pour vous dire que quand vous gérez votre image, quand le candidat... Il y a des professionnels à qui il faut faire appel. Ça veut dire, ce candidat dont je vous parle, je connais très bien son équipe. Son équipe de communication a plus d'une douzaine de personnes qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont responsables des réseaux sociaux dans son équipe. Et là, on travaille jour et nuit pour projeter une meilleure image du candidat. Donc, pour être candidat aujourd'hui, même en Haïti, il faut être très high-tech. Bien sûr. Mais, tout à fait. On est obligé. Bien sûr. Excusez-moi à peine, je dirais pourquoi. Quand vous avez près d'un quart et même plus je dirais la moitié de votre population évolue en terre étrangère, vous avez une obligation d'utiliser les nouveaux outils technologiques pour pouvoir être en communication avec eux. Pourquoi? Les gens de la diaspora, par exemple, ils ont une très grande influence sur l'électorat en Haïti, parce que eux, ils constituent une partie de l'électorat, parce que c'est ce qu'on appelle dans notre langage l'électorat passif. OK? Mais ils ne peuvent pas voter, mais ils ont une influence directe sur les votants. Ça veut dire qu'une personne vous de la votez diaspora... ou je vous envoie plus l'argent. Bon, Ils peuvent influencer. Une personne peut avoir la capacité dans la diaspora d'influencer une dizaine de personnes en Haïti. Donc, vous risquez, avec la diaspora, vous risquez gros si vous n'utilisez pas les outils technologiques. Merci. Le dernier mot, Woody? Quel serait mon dernier mot, si j'en aurais un? Et c'est que, coûte que coûte, on doit rentrer dans la modernité. La modernité n'est plus... Elle est incontournable aujourd'hui. est incontestable. Si vous voulez gagner une campagne, ayez à vos côtés des professionnels. Ivenson, Makalo. Bon, mon dernier mot, c'est de vous remercier d'abord, remercier mon collègue Pen, remercier les téléspectateurs et téléspectatrices, et puis à nos amis candidats qui écoutent ou bien qui regardent l'émission, de leur dire c'est très important de rentrer dans la modernité parce que... S'ils veulent arriver au pouvoir. Bon, et moi je dirais même... C'est un passage obligé. Je dirais même pour terminer que le climat électoral que nous avons aujourd'hui fait que pour un éventuel second tour, aucun candidat ne peut se révéler dès le départ gagnant. Parce que tout va se décider ou se dessiner en fonction de quelle équipe et quelle stratégie vous disposez. Alors, j'ai fait oublier... Donc c'est la meilleure stratégie qui va gagner et c'est la plus faible stratégie qui va perdre. Okay. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a un candidat, en fait, un auditeur qui vous a demandé de partager avec lui votre opinion sur Antonio Solas. Qu'est-ce que vous pensez d'Antonio Solas? Antonio Solas, quelques secondes. Ouais, Antonio Solas est un collègue qui est membre de l'IAPC comme nous. D'abord, je rejoins Antonio Solas dans près de 3 ou 4 corporations internationales. C'est un professionnel très avancé, c'est en communication politique. Au contraire, lors du congrès qui va y avoir au Pérou du 2 au 4 décembre, il sera l'un des intervenants parce que je crois qu'il fait bien son travail. C'est tout. Moi, j'ai regardé les limites entre le consultant parce que lui, il est venu là, il est payé pour faire un travail, il n'est pas politicien. Ça veut dire que les policiers
les politiciens ils ont leur truc à gérer entre eux. Comme consultant, il fait son travail. Donc, je crois que les autres politiciens devaient faire autant et chercher d'autres consultants, parce qu'il y en a plein à travers le monde. Il y a près d'une dizaine en Haïti. Ouais, mais il faut avoir les moyens aussi pour les faire, pour les inviter à venir. Je pense que certains candidats ont des moyens. Oui, mais cela, c'est plus de 2 millions, dit-on. Bon, cela, il n'y a pas que cela en fonction seulement. des exigences. Il n'y a pas que cela. Il y a plein. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Makalo aussi. Il y a Makalo. Il y a Moi, je dirais, de ma part, pour cela, pas trop différemment de Makalo, c'est qu'il est un professionnel qui fait son travail. Mais malheureusement, on est en train de faire de lui un dieu ici. Donc, au lieu que nos politiciens... Plutôt de faire de lui un monstre. Au lieu que nos politiciens cherchent des professionnels pour contrecarrer les stratégies de cela, qui jusque-là ne sont pas encore des stratégies de cela, parce que ce sont tout simplement des machines qui sont en train de fonctionner. Ce sont des logiciels de campagne qui fonctionnent là maintenant. Ouais. Ce sont des techniques traditionnelles en matière de marketing électoral qui sont en train de fonctionner là. Cela n'a pas encore réfléchi. Parce qu'il n'a pas d'adversaire en face de lui, de consultant. Quand je dis il n'a pas d'adversaire, parce que quand il y a d'abord une campagne électorale, c'est la guerre des consultants. Monsieur, merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dr Ivenson J. Makalo. J ou J? J. Makalo. Joseph? Jean? Junior? Non, Jean. Okay. Alors, Dr Ivenson Jean Makalo et Rudy Stanley Penn, politologue, comme invité de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole ce matin. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir été sur le plateau. Bonne chance, je vous souhaite du succès. Et merci aux auditeurs et téléspectateurs qui ont accepté de nous accueillir chez eux. Merci à tous. Bonne semaine et bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.